Bonjour à tous et bienvenue à cette deuxième saison de l'Antichambre d'écho. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir M. Stéphane Kelly. Et Stéphane Kelly est sociologue et essayiste québécois, professeur au Cégep de Saint-Jérôme et chargé de cours à l'Université de Montréal. Il a publié plusieurs ouvrages, dont L'enfant vieux, éduquer et transmettre dans la société thérapeutique, qui sera l'objet de la conversation aujourd'hui. Alors, M. Kelly, bonjour. Merci d'accepter cette invitation. Ça me fait plaisir. C'est rare que je fais ça, mais je veux, pour être sûr qu'on manque pas de temps, je veux juste être sûre de parler de l'ouvrage en premier, parce que des fois, on parle puis on n'a plus de temps à la fin. Alors, cet ouvrage, d'abord, je veux juste vous dire merci beaucoup. Je suis très reconnaissante que quelqu'un ait mis autant de temps et de travail pour écrire ce livre-là. Ce sont des thèmes qui me tiennent à cœur depuis longtemps et dont on ne parle pas assez, je pense, dans l'espace public. Alors, je le recommande chaudement. Puis, sans plus tarder, peut-être qu'on pourrait commencer avec le titre de l'ouvrage, L'enfant vieux, éduquer et transmettre dans la société thérapeutique. L'image de l'enfant vieux, qu'est-ce que ça évoque pour vous? Puis qu'est-ce que ça dit sur notre rapport à l'enfance? C'est-à-dire que quand l'essai a été terminé d'être rédigé, on cherchait un titre, puis en relisant certaines parties de l'essai, certains chapitres, l'idée que finalement les enfants aujourd'hui, on les traite comme des vieilles personnes, c'est quelque chose qui revenait assez souvent. Alors, curieusement, on traite nos enfants comme si c'était des êtres fragiles, vulnérables, toujours sur le point de se blesser, de vivre des traumatismes. Puis, dans l'introduction, j'ai souligné que ça tient au fait beaucoup qu'on est une société vieillissante, comme la plupart des sociétés en Occident. Mm-hmm. Donc, il y a une bonne partie de la société, puis la composante qui a encore beaucoup de pouvoir, qui vote beaucoup, qui fait souvent entendre sa voix dans les médias, c'est une population qui est assez vieille. Puis quand on est âgé, on a des réflexes. On valorise la sécurité, la prudence, la santé, un peu réfractaire par rapport aux nouveautés, aux changements. Alors, c'est toute la société québécoise qui finit par prendre des traits de vieilles personnes. Et les enfants dans une société sont le reflet de la société. Les enfants absorbent les émotions, les sentiments, les ressentis de leurs parents, des adultes aussi. Alors, on a des enfants qui ressemblent un petit peu à des vieilles personnes. Alors, on trouvait que c'était un titre qui était accrocheur et qui traduisait assez bien l'intention du livre. Tout à fait. Puis en même temps, si je peux me permettre, il y a quand même un paradoxe parce que dans le livre, vous parlez aussi du fait que l'enfant vieux, dans le sens où il est fragile, même si on devrait le traiter comme quelqu'un d'antifragile, selon la notion de Nassim Taleb. Mais par ailleurs aussi, il y a cet aspect selon lequel l'enfant ne vieillit pas finalement parce qu'il reste... Il y a comme une barrière à arriver enfin à l'âge adulte à certains égards. Oui. Donc, il y a quand même aussi un paradoxe qui est peut-être là. Oui, vous évoquez Nassim Taleb, qui est un auteur extrêmement intéressant, audacieux, qui a écrit un livre qui s'appelle L'Antifragile. Et il développe l'idée qu'il y a des choses qui sont fragiles, des choses qui sont résistantes ou résilientes, puis il y a des choses qui sont antifragiles. Les muscles, les os. Et les enfants sont antifragiles. Donc s'ils subissent des coups, des petits traumatismes, des chocs, que ce soit physiques ou psychiques, des échecs, confrontés à des épreuves, ça nous rend plus forts. Puis on finit par se développer puis acquérir de la maturité. Et ça, on prive les enfants de ça parce qu'on les surprotège. On les surprotège dans le réel, c'est-à-dire dans la réalité de tous les jours. On les laisse... Ils sont confinés dans la maison, dans leur chambre, dans le sous-sol, mais ils sont aussi à la fois, curieusement, surexposés dans le virtuel. Donc, on pense qu'ils sont vraiment... Ils vont donner de grandes personnes matures, ouvertes d'esprit, s'ils passent leur soirée, parfois même leur nuit, sur le net. Qui est un concept là, qui a été aussi mis de l'avant peut-être par Jonathan Haidt. Donc, ce livre, on le note tout de suite. Ça fait 2 minutes qu'on parle, puis on le note tout de suite. Il y a beaucoup de références, c'est riche, puis ça donne envie de lire plein d'autres choses. Donc, dans le fond, on commence par la première partie du livre, qui est plutôt, je dirais, un historique, une espèce de recension de comment on est arrivé avec cette société thérapeutique ou plutôt la culture thérapeutique, puis il y a peut-être une nuance entre les deux. Là, donc,
Peut-être qu'on peut plonger là-dedans. Oui. C'est quoi les origines? Alors, oui. Donc, il y a toute une partie qui présente 4 auteurs. Philip Reeve, Daniel Bell, Christopher Lasch et Thomas Frank. Et j'essaie de montrer... d'abord, la société thérapeutique, c'est une société où la culture thérapeutique a fini par... se diffuser à l'ensemble des secteurs de la société. La culture thérapeutique, c'est quoi? C'est une culture qui est fondée sur les valeurs suivantes, la santé, le bien-être, l'expression des sentiments, l'authenticité, la croissance personnelle. Donc, c'est une culture qui a s'est beaucoup, émancipée dans les années 50, 60, qui a été portée par des artistes, des universitaires, des écrivains, des gens qui étaient parfois en marge de la société. Et la culture thérapeutique, elle a remplacé la culture de nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Hein, nos ancêtres, c'est des gens qui avaient des valeurs traditionnelles. Et en sociologie, on appelle ça la culture bourgeoise, parce que c'est la culture qui a porté l'évolution du capitalisme bourgeois. Et les valeurs qui sont au fondement de la culture bourgeoise, c'est le travail, l'épargne, l'effort, la discipline, l'humilité aussi. Alors, durant les années 50, 60, 70, à raison, il y a beaucoup d'auteurs qui ont critiqué la culture bourgeoise parce que, ils ont montré que la culture bourgeoise elle permettait plus vraiment, de bien vivre dans une société où la vie était plus facile, où on avait accès à la consommation, où les gens cherchaient une certaine réalisation personnelle. OK? Alors, donc, il y a eu une espèce de déclin de la culture bourgeoise à la faveur de la culture thérapeutique. Et je souligne dans le livre que la culture thérapeutique a amené des choses quand même intéressantes. Bon, les valeurs que j'ai identifiées... je suis d'accord avec ces valeurs-là. Ça a permis, un plus grand respect de la souffrance des gens. Ça a permis aussi un respect des gens qui ont peut-être des façons de penser plus marginales ou des styles de vie marginaux. C'est une culture aussi qui encourage, l'expression de nos sentiments, une recherche d'authenticité. Donc, c'est des choses qui sont tout à fait louables. Sauf que la culture thérapeutique, depuis les années 80, c'est devenu une espèce de prêt-à-penser, une espèce de vulgate qui est fondée sur beaucoup des maximes de psychopop, ça t'appartient, faut vivre dans le moment présent, pourquoi souffrir, etc., etc. Toutes sortes de maximes, qui met l'accent beaucoup sur moi, OK? Puis donc, il y a comme le piège de verser éventuellement dans une forme de narcissisme rampant, OK? Alors, à partir des années 80-90, la culture thérapeutique a fini par être un prêt-à-penser, ce que j'appelle une vulgate, puis a été intégré dans nos grandes institutions, même dans les entreprises. Dans les entreprises, aujourd'hui, souvent, on va nommer un directeur ou une directrice du bonheur. Puis il y a toutes sortes de programmes pour encourager le bien-être des employés. Donc, les grandes institutions ont vraiment ont intégré ces valeurs-là, sauf que ça finit par amener des effets pervers, c'est-à-dire ça finit par entraver le fonctionnement de la société, puis finalement, ça n'aide pas vraiment les individus à affronter les défis quotidiens dans leur vie. Okay? Je pourrais vous identifier les 6 caractéristiques principales de la culture thérapeutique, juste pour résumer. Le premier, la culture thérapeutique, elle voit les choses à partir d'un regard médical. C'est vraiment, il y a une obsession de vouloir guérir les gens. On considère que les gens sont à peu près tous potentiellement vulnérables, fragiles, malades. C'est fondé sur une conception de l'être humain, de ce que l'auteur Philip Reeve appelle l'homme psychologique. Donc, on a tendance constamment à vouloir aller dans l'introspection, mettre le doigt sur nos blessures. On peut penser aux personnages qu'on trouve tout le temps dans les films de Woody Allen. Une espèce de personnage qui est torturé, névrosé, qui comprend à peu près tout, puis tous les aspects de son existence à partir des concepts de la psychologie. Ensuite,
on sacralise les ressentis et les émotions. Donc, il faut toujours être connecté sur nos émotions, sur nos ressentis. Je ne suis pas contre le fait de, tenter de cerner une fois de temps en temps nos émotions, comment on se sent par rapport à certaines situations, si on est frustré, si on souffre. Mais il y a des problèmes avec ça. On s'éloigne de, d'utilisation de la raison, comprendre ce qui nous arrive puis ce qui arrive dans la société. Puis ça complique le vivre ensemble aussi. Exactement. Tout le monde est... Oui, on ressent tous quelque chose. Sur la place publique, dans une assemblée syndicale ou une assemblée démocratique, puis là, la personne étale ses émotions sur la table, c'est pas toujours pertinent. Je n'ai pas besoin de donner des exemples plus concrets. Il y a une nouvelle classe sociale qui apparaît, une classe de thérapeutes. Donc, à l'origine, c'est des médecins, des psychanalystes, des pédiatres. Mais au fil du temps, il y a toutes sortes de métiers qui vont finir par être créés, où il y a d'autres métiers, comme le métier d'enseignant. Il y a beaucoup d'enseignants qui se voient maintenant comme des thérapeutes qui doivent guérir des enfants qui souffrent, puis c'est pour ça qu'ils ont de la difficulté à apprendre. La culture thérapeutique aussi, elle est très, très réfractaire à toute forme de répression. OK? Il ne faut pas pénaliser. Alors, tout ce qui est répressif, des sanctions, si une personne a dévié d'une norme. Alors, donc, on y va toujours par le conditionnement positif. Et puis, donc, la répression, c'est quelque chose qui doit absolument être laissé de côté. Puis, dernièrement, on a tendance à voir les institutions comme des lieux qui oppriment les individus. Les institutions sont aliénantes. Alors, on va commencer à voir l'école dans les années 60, 70, 80 comme une espèce de prison où nos enfants, nos adolescents sont constamment réprimés dans l'expression de leur talent. Alors, oui, puis les choses sont... Vous donnez plusieurs exemples culturels, des chansons... Des chansons, des films, d'excellents films, oui. des chansons, par exemple, la chanson classique de The Wall de Pink Floyd, Another Brick in the Wall, OK? C'est plus ça, l'école. Puis même dans les années 50, 60, bon, il y avait des écoles où c'était pas mal rough, mais c'est vraiment exagéré de présenter la famille, l'école, l'État. Donc, historiquement, ce sont quand même des institutions qui ont fait un certain travail, même si mais ces institutions-là, parfois, peuvent déraper. OK? Alors, ça, c'est clair, là. Mais si on voit les institutions comme des lieux qui oppriment les individus, bien là, on se dit à partir de quoi on va être capable de construire quelque chose de constructif pour la société, puis d'être vraiment une société, puis d'avancer ensemble. Puis, bon, tout à l'heure, vous parliez des valeurs bourgeoises, puis il y avait l'humilité, je pense que j'ai entendu dans la liste. Ça tranche un peu, je pense, par rapport au monde dans lequel on vit actuellement. Il y a les notions la notion de narcissisme là, qui est présente, peut-être même l'objet d'un chapitre. Alors, moi, j'aimerais vous entendre par rapport à quel rôle ont joué le narcissisme et le capitalisme hip dans l'équation là, dont on vient de parler. D'abord, juste un exemple sur la question de l'humilité. Souvent, pour me rendre au cégep de Saint-Jérôme, moi, j'habite à Montréal, je prends la 640, puis il y a une école privée qui s'est payée une belle grosse publicité quand c'est la période des inscriptions. Puis la publicité a dit « Votre enfant, il est vraiment unique, il est vraiment spécial. » Vous savez, à 14 ans, à 15 ans, là, la très grande majorité des adolescents ressemblent aux autres adolescents. Puis on devient spécial, unique, quand on travaille, on développe notre talent. Puis de dire à chacun des parents, votre enfant, il est spécial, là, c'est pas bien préparer le travail qu'on doit faire en classe. Parce que le parent, là, très souvent, il va défendre son enfant bec et ongles, même s'il a fait des conneries. Puis c'est pas le message envoyé à des adolescents. Hein? On peut lui dire qu'on les aime, qu'ils sont du potentiel, mais qu'ils sont vraiment uniques, très spéciales, alors que c'est l'âge où on veut ressembler à toutes les autres. Puis on est différent des autres. On a de la peine. Alors, puis donc ça nous mène à la question d'une société où le narcissisme, c'est vraiment
mis en place dans notre société. Et Christopher Lasch a écrit un grand livre, donc il y a un chapitre sur Lasch qui a publié en 1979 La culture du narcissisme. Le premier titre en français, c'était Le complexe de Narcisse. Son livre était tellement bon, c'est un grand best-seller aux États-Unis. Il a été invité à souper avec Jimmy Carter. Alors, par le président, parce que on considère que la République est en crise, hein, vous imaginez, à l'époque. Oui. Mais et donc, il a montré que le capitalisme avancé aux États-Unis puis ailleurs dans le monde, c'est un régime économique qui nourrissait beaucoup la frustration des individus et qui les poussait vers des conduites narcissiques où les individus avaient tendance à vouloir à tout prix impressionner tout le temps les gens dans leur entourage comme s'ils étaient dans une télé-réalité. Le repli aussi dans la sphère privée. Un état constant de colère réprimée, de ressentiment, être coupé du passé aussi. Et quelqu'un qui a tendance aussi à instrumentaliser ses relations dans son cercle d'amis ou au travail. Et ça, c'était en 1979, avant le déploiement d'Internet, les réseaux sociaux, le main character. Exactement. Quand on prend le métro à Montréal, là, puis on voit des jeunes personnes, puis c'est constamment en train de swapper des images, là, puis de prendre des photos en public. Donc, on vit dans une société où le narcissisme est généralisé. Puis si on décide de refuser d'entrer dans ce monde narcissique, bien, parfois, on va finir par être des seconds violons parce que on va s'apercevoir que dans les médias, dans beaucoup de domaines, là, les personnes les plus narcissiques, c'est les personnes qui vont aller les plus loin parce que ils n'ont aucune espèce d'inhibition sur le plan moral. Il y a un chapitre, donc le dernier chapitre de la section sur la culture thérapeutique, c'est Thomas Frank, qui est un auteur américain extrêmement intéressant, un historien. Il publie parfois des textes, en tout cas, ses textes sont traduits en France. Et son premier livre, c'est sur le fait qu'il s'est intéressé à l'industrie de la publicité, l'industrie automobile aussi, puis il a montré que dans les années 40-50, il a commencé à avoir une critique sociale aux États-Unis. On critiquait le conformisme, on critiquait beaucoup le caractère oppressif de la société, donc qui opprimait l'individu, qui imprimait le potentiel créatif de l'individu. Puis, il y a eu une espèce de ce qu'on a appelé une révolution créative dans les années 60, notamment avec la compagnie Volkswagen qui s'est mise à faire des publicités iconoclastes, ironiques. Qui rejetaient tous les... Prêchant l'anticonsommation, puis qui prêchait la rébellion, la révolte, puis disait aux gens, vous êtes révoltés, on est dans un système capitaliste stupide, acheter une Volkswagen. Puis là, c'est vraiment l'éthos de Mad Men, puis vous le nommez d'ailleurs. Exactement. Moi, je lisais ce chapitre, puis je me revoyais écouter la série, je sentais, mais c'est vraiment cet éthos. Effectivement, Mad Men, c'est de la première saison en 1960, puis se termine à la fin des années 60. L'évolution d'un homme qui vraiment, c'est la culture, qui incarne l'homme sévère, sérieux, hiérarchique, puis coincé. Puis durant toute la série, il finit par se décoincer. Puis nous vendre plein de choses. Oui. À travers ça, nous vendre, évidemment. Oui. Puis finalement, embrasser la culture thérapeutique. Ce que Thomas Frank appelle dans son livre le capitalisme hip. C'est-à-dire que c'est un capitalisme qui est fondé sur l'effronterie, sur le caractère iconoclaste, l'ironie, la rébellion. Et donc, ce capitalisme hip, il tape beaucoup sur le besoin, la pulsion qu'il y a dans la jeunesse pour se révolter. Puis, ça finit par être récupéré par le nouveau capitalisme. Il y a beaucoup d'entreprises qui vont finir par comprendre que en véhiculant, puis en récupérant ces valeurs de rébellion, on peut se constituer un bon marché.
Puis même en intégrant par exemple, je pense que vous en parlez dans le livre, mais des grosses compagnies qui vont avoir des thérapeutes sur place ou donc en intégrant les valeurs là, de la culture thérapeutique. Exactement, exactement. Selon vous, là, cette transformation culturelle-là, est-ce qu'elle est réversible? Est-ce que c'est ça l'objectif même ou est-ce que, ça fait partie du paysage puis c'est là pour rester? Bien, je pense que la culture thérapeutique n'est pas prête, évidemment, de quitter la scène, mais il faut en atténuer les effets, en tout cas, à tout le moins, au niveau du travail d'encadrement des enfants et des adolescents. Ça, c'est très clair. Puis plus que ça, les adultes aussi. Parce que la meilleure façon d'amener les enfants et les adolescents vers l'âge adulte, c'est donner l'exemple. Parfois, les gens me disent « Oui, mais qu'est-ce que tu proposes, Stéphane? » Bien, la première chose, souvent la meilleure façon d'amener l'enfant vers la meilleure conduite possible, c'est donner l'exemple. Quand on dit à l'enfant, puis on répète toujours à l'enfant, fais ça. Par exemple, dans le cas du cellulaire, si on interdit le cellulaire aux enfants une bonne partie de la journée, puis on a le parent qui est toujours en train de pitonner sur le cellulaire, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Là. Donc, il faut vraiment donner l'exemple. Alors, non, on ne va pas se débarrasser de la culture thérapeutique. Elle a amené des choses quand même positives, bénéfiques. Puis, je ne propose pas un retour à la culture bourgeoise. La culture bourgeoise, elle avait ses travers aussi. Elle avait ses travers, bien qu'il y a des groupes de la société qui sont quand même attachés à plusieurs de ces valeurs. Il y a un chapitre sur la performance scolaire des enfants de familles immigrées au Québec, aux États-Unis, dans le reste du Canada, puis on voit que ce sont des familles, on met de la pression sur les enfants, puis on dit... Oui, j'aimerais ça qu'on y revienne dans la troisième partie. Je vous arrête, mais oui, c'est sûr qu'on y revient. Mais bref, juste pour terminer, la réponse, là, c'est que vers la fin du livre, je ne propose pas comme nouvelle culture, un nouveau programme, mais au niveau du travail d'encadrement des enfants, des adolescents, là, il y a vraiment 3 choses là, qui devraient là, nous obséder. Là. C'est l'importance du risque, c'est la verticalité, accepter qu'on est au-dessus de l'enfant, on a des choses à transmettre, puis parfois, il faut dire non pour leur bien. Oui. Puis la troisième, c'est la vie de groupe. Retisser une certaine sociabilité dans nos quartiers, dans nos villes. 100%, puis je veux qu'on prenne du temps pour ça parce que les solutions, ça va être important. Mais peut-être avant les solutions, peut-être qu'on peut mettre, dans le fond, puisque justement, on doit prendre acte que ça va rester, la culture thérapeutique, on va peut-être essayer de pouvoir tempérer certains des effets délétères, mais j'aimerais qu'on s'intéresse à qu'est-ce qu'on a perdu, dans le fond, dans cette transition-là. Peut-être de mettre l'accent sur les groupes primaires, là, sur lesquels vous insistez, peut-être définir c'est quoi, puis quel est leur rôle. Puis... Alors, il y a un sociologue américain à la fin du 19e siècle qui a proposé un concept extrêmement intéressant, les groupes primaires, puis opposer ça aux groupes secondaires. Les groupes secondaires, c'est les groupes là, qui permettent à la société de fonctionner comme les partis politiques, les syndicats, les entreprises, les commerces, les transports publics, les gouvernements. Ça, c'est les groupes secondaires qui sont nécessaires dans une société qui est évoluée puis qui est assez complexe. Les groupes primaires, c'est vraiment les groupes qui nous accompagnent, les groupes dans lesquels on navigue quand on est enfant, c'est-à-dire la famille élargie, les cousins et cousines. Bon, il y en a moins aujourd'hui, mais quand même. Ensuite, il y a le voisinage. OK? Aller jouer dans le voisinage. Les voisins, les enfants des voisins. Les groupes de pairs, les amis. La communauté locale. Tu sais, en été, on est dans un village. Le soir, on va aller faire un tour au terrain de balle parce que c'est une partie de baseball. Ou on va aller à la crèmerie, flâner à la crèmerie 1 heure parce qu'il y a d'autres familles, puis ça permet de socialiser par là. C'est tous ces petits groupes-là qu'il y a dans une communauté locale et qui permet aux enfants d'apprendre à faire la conversation. Apprendre parfois à jouer aussi sans encadrement. Tu sais, on va jouer au parc, une dizaine d'enfants, puis il n'y a pas d'adulte, il n'y a pas d'entraîneur, il n'y a pas de coach. On joue un jeu, puis là, on suit des règles. Puis là, maintenant, on dit « Ah, telle règle, c'est stupide, on va changer la règle. » On négocie les règles. Des fois, ça va amener des chicanes. Bien là, au lieu d'aller chercher les parents pour régler la chicane, ou un enseignant ou un professeur, on va régler la chicane au sein du groupe. OK? Alors, puis c'est comme ça, petit à petit, que des enfants, des adolescents finissent par devenir
des petits adultes. OK? Puis de fil en aiguille, quand on a été quand même bien socialisés dans les groupes primaires, on va finir par de plus en plus s'éloigner du foyer. Donc, aller, un après-midi, on part en vélo, on habite dans une ville, on va aller se promener dans un autre quartier, on va aller passer une soirée au McDo, ou on va aller passer une soirée dans un parc, je sais pas, le 24 juin, dans un parc avec un 6-pack de bière, puis on a juste 16 ans, puis on le dit pas aux parents revenants. Puis de fil en aiguille, on va dans un bar à 17 ans, puis tu sais, comme, on finit par se détacher de nos parents, parce que l'enjeu, il est là. Il y a beaucoup, beaucoup de parents qui sont dans une relation fusionnelle avec leurs enfants. Puis parce que on nous dit, un bon parent, c'est un parent qui est aimant. OK? Il y a une expression, quand j'étais jeune, qui disait, tout ce qu'un enfant a besoin, c'est de l'amour. C'est pas vrai. Un enfant a besoin de discipline aussi. Il a besoin d'amour. On le voit avec la petite fille de Granby, là. Ça, ici, il n'y avait pas d'amour. OK? Donc, un enfant, puis une famille, c'est fondé sur 2 aspects. La discipline, c'est un lieu où on apprend à fonctionner dans un cadre, puis il y a une fonction affective. Hein, une affectivité, de l'amour. Donc, ça prend les 2. OK? Mais moi, il y a des gens dans mon entourage, je ne vais pas les nommer, mais il y a des gens qui ont des adolescents, des jeunes adultes, puis ils n'ont aucun secret, puis ils sont dans une relation fusionnelle, puis ils finissent par réaliser ça, puis, mais là, quand on est pris là-dedans, en sortir, c'est extrêmement difficile. Puis on crée un enfant qui va avoir de la difficulté à être autonome, puis, ou pire, il peut devenir un monstre, OK? Qui va toujours penser à lui-même, puis qui va toujours, comment dire, aller vampiriser des ressources. Puis ça peut être des ressources, comment dire, mentales, affectives, tout ça. Et donc, puis ça fait des parents à 50, 55. Drainés, là. Ouais. Complètement drainés. Puis il n'y a rien qui existe à l'extérieur de la relation avec l'enfant. Donc, ils sont comme des parents handicapés parce que ils se sont complètement, comment dire, ils ont complètement défini leur vie auprès de leurs enfants, puis en emprisonnant les enfants. Puis la faute, la faute ne revient pas aux enfants. La faute revient aux parents qui n'ont pas préparé la coupure du cordon ombilical. OK? Alors ça, c'est, en tout cas, c'est mais en des même vieux temps, trucs. c'est un peu curieux parce que, tu sais, on hésite à faire des enfants parce qu'on sait à quel point c'est prenant. Tu sais, c'est un travail de chaque instant. Puis on se fait dire, pour être bon, il faut être là tout le temps et tout. Donc, alors que dans le fond, bon, finalement, on aurait peut-être intérêt à juste être good enough, comme je ne sais plus quel spécialiste dit ça, là, mais il y a quelqu'un qui avait dit qu'il faut juste être assez bon. Il y a un pédiatre, un psychanalyste que je cite dans le livre, Aldo Naoui, qui dit quand on est parent, il faut laisser à désirer un peu. Oui. OK? Les parents, bon, je vais te donner un exemple. Là. Depuis que j'ai commencé à parler de mon livre dans les médias, j'ai une collègue de travail qui m'a dit « Hey, Stéphane, j'ai eu un souper de filles la semaine passée, puis mes copines, là, ils ont des enfants qui sont rendus au cégep. Puis là, il y en a une est allée à une rencontre il y a ça maintenant dans beaucoup de cégeps. Une rencontre avec les parents, c'est quelque chose qui est impensable pour les gens de ma génération. Puis elle en a profité, la mère, après la rencontre, elle est allée chercher la vignette de stationnement, acheter les livres à la coop, chercher la case pour l'enfant. Donc, l'enfant, il n'a pas mis les pieds au cégep. Tout est déjà fait. Alors, on peut s'imaginer comment ça se passe à la maison. On passe toujours en arrière de lui. Il a 18 ans. C'est pas la meilleure façon là, de. Oui, on ne rend pas service. Mais non, c'est exactement. Ça, c'est qu'on s'est mis des idéaux tellement élevés. Ouais. Après, il y a peut-être une question aussi de nombre d'enfants par famille, dans le sens où je pense que quand on en a plus, on est peut-être moins disponible de facto. Donc, enfin. Mais je ne veux pas m'éterniser, là, mais. Est-ce qu'on peut en parler un peu? Oui, tout à fait. Moi, ça m'arrive à Saint-Jérôme quand même, des fois. J'en demande toujours aux étudiants. Avez-vous des enfants? Des fois, on a des étudiants parents, mais aussi, parfois, il y a toujours un étudiant, on est 5-6 enfants chez nous. Puis c'est intéressant parce que
5-6 enfants, c'est comme une petite société. Oui, puis ils se débrouillent un peu. Oui, hein? puis on fait... Donc, ils font l'apprentissage de l'altruisme, le sens des responsabilités. Puis donc, si on a juste un enfant, ou même 2 enfants, ça vient pas naturellement, là. Donc, il faut faire des efforts pour cultiver l'altruisme, le sens de responsabilité chez l'enfant, le sens du sacrifice. OK? Et je cite un sociologue français qui s'appelle Paul Lyonnais, puis il a montré qu'avec le triomphe de la famille à un enfant, qu'est-ce que ça suggère, cette espèce de nouvelle civilisation-là? Bien, la famille avec un seul enfant, c'est un enfant qui est désiré. Mm-hmm. C'est pas comme autrefois où, tu sais, souvent, les familles faisaient 7, 8 enfants parce qu'il y en avait la moitié c'est des enfants qui mouraient à l'âge de 2 mois ou 6 mois. Alors, l'enfant qui est vraiment désiré, puis on sait qu'il va en avoir juste un, étant donné qu'on l'a désiré, que c'est un choix qu'on a fait, pourquoi on lui dirait non? Mm-hmm. Pourquoi on lui dirait non? On l'a voulu, cet enfant-là. Ça a été notre projet. Puis, il y a juste lui. Alors... Oui, ça change la dynamique, assurément. Il y a quelque chose qui a vraiment accroché mon regard là, dans le livre. Oui. Vous parlez du débat après les 30 Glorieuses entre l'étatisme et l'individualisme. Oui. Et au final, là, vous avancez que peut-être, paradoxalement, là, ce débat-là aurait curieusement fait triompher les deux, en fait. Au final, tout en affaiblissant, dans le fond, le milieu, le capital social, les fameux groupes là, dont on parlait tout à l'heure, alors les groupes primaires. Peut-être j'aimerais vous entendre là-dessus là, un petit peu plus. En fait, depuis le milieu des années 70, là, donc nos économies sont moins performantes. Alors, il y a un débat, est-ce qu'on doit dégraisser l'État, donc plus de libéralisme économique, donc ceux qu'on a appelés les néolibéraux, les libertariens, donc c'est un peu la droite en économie. Puis de l'autre côté, les gens qui ont campé des positions social-démocrates, standards, plus d'État, plus de programmes sociaux, plus de ressources qu'on doit donner aux gens, de meilleurs services, élargir aussi la gamme des services sociaux auxquels on a droit. Donc, c'est une espèce de partie de tennis auquel on assiste. Puis il y a des bons arguments, puis les deux camps font des bons coups. Mais finalement, au total, on s'est aperçu qu'ils finissent par nourrir la même logique. C'est-à-dire que l'étatisme, ça finit par créer une société où... atomisée, où les gens sont toujours en train d'en demander plus, puis de penser à eux-mêmes, puis se voir que plutôt que développer, l'autonomie, le sens des responsabilités, c'est toujours... On est toujours en train de quémander des droits ou des services, tandis que la vision, disons, plus individualiste, libertarienne, ça crée un monde vraiment, là, c'est chacun pour soi, puis débrouille-toi, puis donc, ça finit par appauvrir les groupes primaires, puis finalement, ça crée une société où les gens sont isolés, puis quand ils trébuchent, là, il n'y a personne, sauf l'État. Donc, on va demander plus de services. Mm-hmm. OK? Alors, ce qui a vraiment été négligé, hein, c'est ce qu'on appelait jadis en sociologie la société civile, la communauté. Alors, j'utilise dans le livre un concept qui est très connu en sociologie, ça s'appelle le capital social. Robert Putnam, un politologue américain, a montré que les Américains, ils ont de moins en moins de conversations tous les jours avec des voisins. Ils sortent pas de la maison. Ils fréquentent plus une église, un syndicat, une assemblée syndicale ou le local du syndicat. Ils sont plus actifs dans des partis politiques. Donc, c'est bowling alone. On joue au bowling, mais tout seul. C'est une image vraiment frappante, là. Et puis, ce qui a disparu, c'est le capital. C'est le capital social, c'est tous ces liens qu'on a dans la communauté locale avec toutes sortes de gens qu'on rencontre dans ces milieux-là. Et donc, l'espèce de
de joute qu'il y a entre les partisans de l'individualisme et les partisans de l'étatisme, bien, ça a fini par fragiliser, appauvrir et diminuer le capital social qu'il y a dans la communauté. Puis, bien, au Québec, selon la ville où on habite, le quartier où on habite, bien, c'est très variable. Moi, j'ai des étudiants au cégep qui me disent, moi, j'habite à Mirabel, c'est génial, les enfants vont dehors, les parents se parlent, c'est cool. Mais c'est variable, c'est pas pareil c'est des exceptions, là. Moi, je vis à Montréal, dans l'est de Montréal, c'est épouvantable. Alors. Oui, moi j'ai la chance de vivre à Saint-Lambert, c'est comme un petit village, Oui, puis on vit un peu comme d'antan, mais ça me fait réaliser à quel point c'est précieux aussi. Exactement. Et à quel point tout le monde devrait avoir ça, en fait. Oui, puis il n'y a pas besoin d'être riche pour ça. Non. Il montre dans son étude que c'est pas nécessairement... C'est pas parce qu'une ville ou une région est riche qu'il y a beaucoup de capital social. Il y a des communautés locales où les gens ils ont des métiers modestes, mais ils ont préservé quelque chose. Mais vous parliez, puis là, peut-être je m'avance un peu, mais d'avoir des yeux dans la rue, je pense que c'était Jane Jacobs. Jane Jacobs, oui. Tout ce qui est urbanisme, puis là, on y touche un peu, fait que j'en profite. Mais c'est sûr qu'il y a beaucoup à faire, peut-être, de ce côté-là, en fait, en termes d'urbanisme, de pensée, ne serait-ce que vous mentionnez les trottoirs, mais ça a l'air ridicule, mais en fait, c'est un... Puis les ruelles, même, je dirais, à Montréal, les ruelles, ils sont pour beaucoup à la qualité de vie de certaines familles qui ont des ruelles apaisées et tout. Les enfants jouent, donc ils ont un peu ça, ce capital social perdu. Oui, il y a des quartiers à Montréal, à Rosemont, on voit ça, des ruelles vertes, tout ça, mais c'est justement, c'est des quartiers où... quand même, c'est des gens quand même d'un certain niveau socio-économique, puis ils ont réussi à... Mais oui, pour Jane Jacobs, c'est extrêmement intéressant ce qu'elle développe. Elle dit comme c'est important que sur le trottoir, que les quartiers soient faits, aménagés d'une façon telle que c'est agréable, qu'on a le goût de se promener sur les trottoirs. Puis quand il y a toujours des gens dans la rue, c'est-à-dire des yeux, puis c'est pas juste des passants, des fois c'est le boucher, c'est le pâtissier ou... le facteur, il y a un sentiment de confiance. Puis il y a comme un sens collectif qui se développe. Puis là, on peut laisser... Ça calme un peu ce que vous appelez la paranoïa parentale qui s'est développée. C'est ça qu'il faut vraiment travailler dans les prochaines années. Puis partout dans les villes, dans les villages, les gens vont devoir essayer d'un petit peu plus... d'inventer des façons, puis de sortir de la maison. Exact. Moi, dans mon quartier, je racontais ça l'autre fois à une station de radio, dans mon quartier, après souper, moi, dans mon quartier, mon épouse et moi, on va toujours prendre une petite marche après souper. On rencontre personne, sauf les gens qui ont un chien. Ah oui, alors, c'est vrai qu'eux, ils ont des communautés très riches. Heureusement, c'est populaire d'avoir un chien, donc, mais c'est pas normal. Non, effectivement. Puis Putnam, il montrait dans son livre là, que lui, le grand facteur d'explication, c'était la télévision. Avec la popularisation de la télévision, les gens, après souper, là, ces devoirs sont faits, c'est la télévision, puis les gens ne sortent pas dehors. Là, imagine... Putnam, il a dit ça en 90 puis même à peu près. Tocqueville avait déjà commencé à parler du déclin du capital social. Avec la tablette, le cellulaire... Puis la COVID qui a quand même aussi brisé certains élans sociaux quand même. La COVID, j'en parle pas beaucoup dans le livre, mais la COVID a créé chez les gens une espèce de sentiment d'insécurité, puis la peur de tout. Une espèce de posture face à la vie extrêmement... insécure et peureuse. Et il va falloir qu'on fasse des efforts pour sortir de ça parce que c'est la société qui est en train de s'appauvrir. Parce qu'on perd un peu l'appétit social, si on veut, quand on ne nourrit pas. Mais après, on ne se rend pas compte, mais ça nous fait du mal quand même. Il y a plein d'études qui le montrent. Là, donc, je pense qu'il faut comme... se forcer à sortir dehors puis rencontrer des gens. Mais c'est un effort collectif, là, assurément. On a mentionné quand même la diminution du temps libre, du jeu libre. Je ne sais pas s'il y avait quelque chose à ajouter de ce côté-là. Bien, ça, c'est l'une des difficultés parce qu'il y a beaucoup de parents qui sont conscients, comme vous et moi, que les jeunes doivent
d'avoir de la socialisation dans leur vie. Alors, les gens se sont rabattus depuis 25 ans sur les ligues, les clubs. Oui, les activités organisées. Le soccer, le baseball, les cours de musique, tout ça. Donc, c'est du jeu, mais encadré. Puis, je mobilise les auteurs, j'exploite des auteurs dans le livre qui parlent que, ouais, ça, c'est correct, mais quand même, il y a des choses qu'on apprend quand il n'y a pas d'encadrement. Puis l'exemple que je donnais tout à l'heure, les jeunes vont jouer, ça donne un jeu, puis à un moment donné, hey, on change une règle, puis tout ça, puis il y a une chicane, puis là, on se dispute, mais on finit par trouver un terrain d'entente. Donc, ça, c'est la chose qui est la plus formatrice. Le jeu sans encadrement, le jeu libre. Puis l'autre chose aussi, c'est que les trois collègues à qui j'ai parlé, au moment de la rentrée, là, il y a 2 semaines, là, les 3 personnes, c'était 3 mères qui m'ont dit « Je suis tellement content que c'est la rentrée, là. Je suis plus capable de faire le taxi. Ici, on peut prendre peut-être les transports en commun. Mais quand on vit en banlieue, là, dans le coin de Saint-Jérôme, là, même à Montréal, moi, mon fils, il a fait du hockey, il a fait du baseball, du football. Quand même, c'était beaucoup des transports en auto. Alors, ça épuise les parents. Ça épuise les parents. Ah, pour les activités, puis tout ça. Oui, tout à fait. Donc, même le jeu auquel ils ont accès, pour un parent, c'est un engagement pour eux. C'est comme une forme de... Oui, puis par ailleurs, mais je dirais même au niveau du jeu libre, vous mentionnez l'entente puis la dynamique de groupe, si on veut, des aptitudes qui sont importantes dans la vie de tous les jours. Mais il y a aussi, je pense, que quand tout est organisé puis tout est déjà pensé d'avance, il n'y a pas l'espèce d'ennui et la créativité qui s'ensuit. Parce que moi, je le vois des fois, puis moi non plus, je nommerai pas personne, mais j'en ai vu des enfants qui ne savaient pas jouer. Oui, exactement. Et puis, moi, il n'y a pas grand-chose qui me fait plus de peine que ça, parce que quand on est petit, il me semble que c'est le temps d'avoir l'imagination débordante et tout, mais des fois, on dirait que c'est pas là, parce que justement, tout est toujours dicté, tout est pensé, il n'y a pas de temps libre. Oui, il y a une auteure américaine, Christakis, là, qui a écrit un livre là-dessus, puis elle dit que c'est comme... Les enfants, ça finit par se perdre, juste la capacité puis les réflexes de jouer par eux-mêmes, puis d'activer cette espèce d'instinct qui consiste à jouer. Si vous avez un jeune chat, il va apprendre à jouer avec un jouet lui-même. C'est naturel, c'est instinctif. Mais là, on est rendu qu'on a presque étouffé ça. Alors... Oui, il y a une petite urgence. Oui. Alors, justement, si on y va sur les suggestions puis les pistes, là, vous en avez mentionné 3 principales. Alors, mais avant peut-être de plonger là-dedans, j'aimerais qu'on fasse un petit détour du côté d'une certaine résistance, là, vous l'avez mentionné brièvement, de certaines communautés culturelles par rapport à cette culture thérapeutique. Peut-être élaborer là-dessus puis nous dire si ça peut nous inspirer d'une façon ou d'une autre. Oui, moi, il y a un livre qui m'a vraiment renversé il y a une dizaine d'années, The Triple Package, écrit par une prof de sciences politiques, Amy Chua, qui est une Américaine d'origine chinoise, puis son mari, Ruben Feld, Jed, c'est un prof de droit d'origine juive. Et ils se sont demandé quels sont les groupes qui étaient qui avaient le plus de succès social, de réussite sociale dans la société américaine. Puis ils se sont aperçus que les WASP, là, le groupe là, fondateur aux États-Unis, les Américains anglophones protestants, bien, ils sont plus tellement dans la game. Là. C'est les Américains d'origine chinoise, d'origine indienne, donc qui viennent d'Inde, libanais, et les Juifs, évidemment, d'autres groupes aussi, mais donc il y a 7 ou 8 groupes. Et ils ont montré que il y a comme une recette avec 3 ingrédients, puis ces groupes-là réussissent à combiner ces ingrédients-là. Puis le premier, il y a comme dans ces groupes-là, il y a une espèce de très grande fierté des accomplissements de leur propre groupe. Soit parce que, les Juifs, par exemple, ils ont une religion qui a un côté messianique, sont le peuple élu, ou c'est un peuple qui a une espèce de passé très reluisant sur le plan économique ou des exploits militaires dans leur histoire. Bref, c'est quand même un groupe avec, un ego, puis un sentiment qui est supérieur aux autres groupes, presque. Le deuxième, c'est...
la plupart, quand ils sont arrivés aux États-Unis, ils ont commencé au bas de l'échelle sociale. Donc, ils ont eu un sentiment de ne pas avoir la place qu'ils méritaient. Puis donc là, c'est comme il y a quelque chose de confrontant, là. Puis de rien prendre pour acquis. Oui, tu me méprises, Ouais. puis moi, j'appartiens à ce groupe-là. Ça se peut pas. Et puis le troisième ingrédient, c'est, pour résoudre cette équation-là, c'est de développer le self-control, c'est-à-dire la maîtrise de soi, c'est-à-dire travailler fort, la culture de l'effort, puis le sens des sacrifices. Puis donc, dans ces communautés-là, puis la plupart, c'est des communautés qui ont immigré aux États-Unis, sauf le cas des Mormons, là, mais donc, dans chacune de ces communautés-là, ce que les parents disent, c'est, regarde, tes grands-parents, ils ont fait des sacrifices énormes. On a quitté notre pays d'origine. On est venu s'établir ici. On a fait des efforts. On a fait des sacrifices. Et donc, toi aussi, tu dois en faire. Tes grands-parents, nous, il faut que... B+, c'est pas assez. B+, c'est pas assez. OK? Donc, ils mettent sur ses épaules une pression forte, mettre la barre haute. Bon, j'écris dans le livre, parfois, il y a comme une façon à ça. Avec certains enfants, ça ne marche pas. C'est comme l'enfant va craquer, il va envoyer promener ses enfants, puis il va partir à l'âge de 17 ans. Mais c'est des groupes qui ont vraiment des trajectoires exceptionnelles. Et donc, ce qu'on voit là-dedans, c'est que la maîtrise de soi, ben c'est des gens qui s'accrochent aux valeurs de la culture bourgeoise. Le travail, Bref, l'effort, ils ont des attentes élevées pour leurs enfants. Exact. Ouais. Puis, il y avait quelque chose d'intéressant, c'est que vous parliez de l'estime de soi, là, qui, dans le milieu scolaire, ou en tout cas, pendant un long moment, on pensait que c'était la clé là, de la réussite, mais que par ailleurs, dans certains de ces groupes-là, justement, leur estime d'eux-mêmes n'est pas très élevée parce qu'ils ont des attentes très élevées envers eux, mais pourtant, ils réussissent quand même vraiment bien. Là. Oui, donc, peut-être que l'insistance sur l'estime de soi était peut-être un peu mal avisée. Oui, à partir des années 80, on a commencé à considérer en psychologie que c'était vraiment la solution à tout. Puis les personnes qui avaient des problèmes d'alcoolisme, qui tombaient dans la délinquance, décrochage scolaire, c'était des personnes qui avaient une estime de soi assez faible. Puis là, le concept a commencé à être critiqué dans les dernières années. Et notamment au niveau de la réussite scolaire, par exemple, l'étude de Amy Chua et de son conjoint a montré que le groupe d'étudiants universitaires qui ont l'estime de soi la plus faible, ce sont les étudiants d'origine chinoise. Puis ce sont eux qui ont les meilleurs résultats dans les grandes universités américaines. Puis les garçons afro-américains, c'est eux qui avaient la plus forte estime de soi. Alors, donc... comment dire, il ne faut pas travailler à ce que nos enfants aient une estime de soi qui est assez faible. Il ne faut pas aller vers l'inverse. Non. Mais comme, il faut être capable de dire, tu as du potentiel, tu as du talent. Mais les efforts, puis tu vas avoir faire du succès. Mieux. Puis bon, je donne l'exemple de Denis Arcand qui a souvent raconté ça, que quand il revenait avec un bulletin, puis il avait 95 dans une matière, sa mère disait... Comment t'as perdu 5 points? OK. Puis dans les familles juives aussi, la figure de la mère juive qui est jamais contente de... comment dire? Bon, alors, il ne faut pas aller aussi loin, là. Moi, je ne suis pas... Mais sauf qu'il faut trouver une espèce d'équilibre là-dedans. Un équilibre, oui. Ouais. Tout à fait. Donc, peut-être brièvement aborder le modèle de rôle. Moi, c'était une formulation que je n'avais jamais entendue. Mais aux États-Unis, role model, c'est vraiment un terme qui est... Maintenant, ils utilisent beaucoup ça dans le monde de l'entreprise. Puis, bon, il y a un côté un peu bullshit à ça, des fois, là, puis des choses qui sont plus ou moins sérieuses, mais c'est un concept qui vient d'un sociologue qui a été marquant aux États-Unis, qui s'appelle Robert Merton. Et le modèle de rôle, c'est une personne, souvent dans l'entourage d'un adolescent, qui va devenir une personne significative. Puis l'adolescent va l'admirer, va l'envier. Puis ça va être comme un mentor. Aujourd'hui, au Québec, on va dire un mentor. Puis dans les entreprises, puis dans les milieux scolaires, on développe ça, le mentorat. Puis, donc, c'est quelque chose qui est bien. Mais moi, j'ai connu ça quand j'étais au secondaire. Les gens qui nous écoutent, là, qui ont 50, 55, 60 ans, là, ils ont connu des modèles de rôle. Ça peut être un professeur... de théâtre, le coach du club d'échecs. Nous, moi, j'allais à une
J'étais inscrit dans une polyvalente à Iberville, puis on avait une très bonne équipe de volleyball depuis des années. On avait un coach, on l'appelait Morin, c'est son nom de famille. On l'appelait le boss parce que, je sais pas pourquoi on l'appelait comme ça, mais c'est comme, il y avait ça voulait dire, là, c'est quelqu'un, là, lui, il faut le respecter. Puis c'était vraiment une figure atypique. Puis on faisait des tournois avec lui. Puis après les tournois, on allait chez lui. Puis bon, il y avait de la bière, on faisait venir de la pizza. Donc des choses qu'on peut pas faire aujourd'hui. Je conseille pas ça parce qu'un professeur pourrait se faire congédier ou être convoqué. Bon, mais en tout cas... Mais il aurait pu quand même être un modèle de rôle par ailleurs. Oui. Il y en a encore aujourd'hui. Il y en a encore aujourd'hui dans le milieu scolaire. Il y en a. Mais, comment dire, le système scolaire a évolué en étant de plus en plus bureaucratisé. Il y avait une espèce de folie dans les années 60-70 parce que on était en train de créer quelque chose de nouveau, les polyvalentes, puis les professeurs, nos professeurs, c'était des baby boomers. Mais des gens, les baby boomers, vous le savez, ils ont bien des défauts, mais c'est des gens qui avaient d'énormes qualités. Puis c'est des gens là, qui, quand ils voulaient faire quelque chose, ils le faisaient. Puis, donc, moi, dans mon milieu, j'ai été vraiment très, très, très privilégié de connaître une personne comme ça. Puis moi, je pense qu'on peut essayer de travailler pour donner de l'importance à ça. Mais à la fois, il faut, de l'autre côté, faire une pédagogie. Parce qu'à tous les jours, vous le savez, dans le Journal de Montréal, dans d'autres journaux, on voit des fois, il y a des entraîneurs, il y a des profs. Oui, c'est un fléau, là. OK. Ouais. Il faut équiper les jeunes personnes, il faut faire une pédagogie, détecter des choses. Ça prend une vigilance. Parce qu'il y en a eu des abus. Mais d'un autre côté, ces personnes-là sont irremplaçables. Jouent un rôle tellement important. Puis moi, dans les jeunes que je côtoyais, il y en a qui venaient dans des familles plus tough, plus difficiles. Puis lui, c'était comme un deuxième père. Oui, puis le sport, par ailleurs aussi, il y a encore une culture de l'effort qui subsiste. Exactement. Là. Il y a encore beaucoup d'occasions d'avoir des échecs quotidiens, puis de s'en remettre, puis de grandir. Puis donc, je pense que c'est précieux. Lui, on avait peur de le décevoir. Notre prof de français, notre prof de maths, on s'en foutait. Le prof de chimie, on s'en foutait un peu. On se contentait d'avoir des 70, 75 Mais lui, là, on voulait pas le décevoir. Parce qu'on veut pas être sur le banc. Oui. Puis il nous taquinait. Oui, mais juste le fait de se faire taquiner, de dire tu penses bon, mais non, t'es pas si bon que ça. Parce que dans ce chapitre-là, je souligne que quand on est au primaire, l'enseignante, c'est souvent l'enseignante, il y a un côté maternage qui est inévitable. Parce que oui, quand même... mais au secondaire, on a besoin de quelqu'un, Mané, qui commence à nous challenger, à nous dire... Tu penses que tu es bon, mais tu peux faire beaucoup mieux. Puis c'est comme ça qu'on va avancer puis s'élever. Pas nous dire « t'es spécial ». Non, t'es unique. Ouais. Si on parle un peu de jeux risqués, bien là, c'est venu un petit peu plus dans l'actualité. On sent qu'il y a peut-être un retournement de situation qui se profile, puis c'est très bien. Je pense que les pédiatres commencent à en parler. Qu'est-ce qu'on doit faire pour ramener un peu plus de jeux risqués dans la vie des enfants? Bien... Moi, je pense que selon l'âge de l'enfant, puis il faut y aller graduellement. OK? Il faut y aller graduellement. On donne du jeu. On donne du jeu. Puis il ne faut pas non plus aller trop loin au début. Laisser aller au parc, oui, c'est correct, mais bon. Donc, il faut y aller graduellement. On n'est pas obligé de changer drastiquement. OK? Puis, à l'échelle locale, OK, si on habite un quartier. Premièrement, tous les parents ils vont devoir apprendre à se parler puis dire non, on fait des efforts. T'sais, après ce on va dans... Puis on encourage le fait d'aller au parc seul, d'aller au terrain de balle seul, quelques enfants ensemble. Donc, on peut y aller graduellement. Puis... En communauté, dans le fond. Exactement. Puis, donc, c'est ça. Il y a comme une espèce de travail qui doit se faire collectivement dans les quartiers. Et puis, on peut mobiliser aussi les aînés, OK? Dans beaucoup de quartiers, il y a beaucoup d'aînés, qui ne demandent pas mieux que prendre une marche le soir, sortir. Donc... des yeux dans la rue. Oui, exactement. Mais ça je pense que c'est pas une bonne idée
d'arriver avec une solution, tu sais. Du jour au lendemain, ouais. on met tous les enfants dehors le la matin. mesure de Drainville, c'est correct, là. Ça prenait un électrochoc là, au secondaire pour l'introduction du cellulaire. Moi, je suis d'accord avec ça. Mais là, pour le reste, là, je pense que la société doit... Tout ensemble. Oui, exactement. Se relever les manches. Puis des mesures locales. Puis occuper la rue, les trottoirs, les parcs. La pandémie est terminée. Oui. Pour ce qui est de la verticalité, bien, on en a parlé, mais ça, c'est comme un travail qui est en soi une montagne, de changer des années de discours sur la parentalité positive, puis le fait de dire non, c'est mal et tout. Donc ça, je ne sais pas, avez-vous une idée de par où on prend ça? Bien, la verticalité, c'est... Premièrement, il faut dire que dans la société, dans la plupart des organisations, il y a une dimension hiérarchique. À part quelques entreprises, là, mais vraiment, c'est des trucs assez marginaux. Là. Mais dans toutes les entreprises, on est amené à travailler puis d'avoir un métier, puis on a un supérieur, puis parfois, il y a des gens aussi qui sont sous nous. Donc, il y a une dimension... Il faut apprendre à vivre avec ça. D'être inscrit dans une relation d'autorité avec un parent, avec un professeur, ou un avec modèle de rôle. Un modèle de rôle, ou son médecin aussi. Oui. Quand le médecin dit « Hey, c'est une infection, c'est pas un antibiotique. » Mais il y a une relation d'autorité, puis c'est peut-être mieux pour nous de le prendre, l'antibiotique. Donc, il y a quelque chose de réconfortant puis de rassurant d'être inscrit dans une relation d'autorité où il y a quelqu'un au-dessus de nous qui a de la compétence, qui a de l'expérience, en qui on a confiance, puis qui peut nous guider, puis qui peut nous ramener vers le droit chemin si on a fait une erreur. OK? Je cite un sociologue, Richard Sennett, il écrit un livre sur l'autorité, puis il montre qu'on a, tous les humains, on a besoin d'une figure d'autorité qui, dans la famille, au travail, ou dans d'autres milieux, puis quand on en a été privé, plus jeune, toute notre vie, on va en chercher une autre pour remplacer. Puis parfois, c'est... On peut tomber sur une personne qui va abuser aussi de son autorité. Donc, moi, je suis conscient, puis je l'ai souligné à quelques reprises dans le livre, il y a eu des abus d'autorité, OK? Dans l'histoire humaine, il faut être attentif à ça, il faut être vigilant, mais on ne peut pas se débarrasser de l'autorité. On a cru dans les années 50, 60, il y avait toutes sortes de courants de pensée. On disait, l'autorité, c'est fou. Puis même, vous allez à l'université, il y a plein de professeurs qui vont dire, l'autorité, non, jamais. Puis, non, c'est... non, la verticalité, c'est donc d'accepter que le parent, il est au-dessus de l'enfant. Parce que, bon, il y a plus d'expérience, de connaissances. Ouais. C'est ce qui est bénéfique pour lui. Puis il y a quelque chose à transmettre. C'est pas juste prendre des décisions, puis le surveiller, puis donner des... Non, c'est aussi transmettre des choses, OK? Ça peut être parler de sa jeunesse, son enfance. Parler de son grand-père, sa grand-mère qu'il n'a pas connu. Parler de notre histoire aussi, d'où on vient. On dit que l'école n'enseigne plus l'histoire. La famille, est-ce qu'elle enseigne l'histoire? Non. Donc, quelque chose à transmettre. L'école, depuis 40 ans, on dit qu'il faut développer des compétences. Je m'excuse. Il faut transmettre aussi des connaissances, puis il faut transmettre des choses. Okay? La verticalité, c'est ça. C'est l'idée que... On transmet quelque chose. La verticalité, c'est amener la jeune personne, la pousser vers le haut. Parce qu'on vit dans un monde, hein, les réseaux sociaux, c'est une grande machine à niveler. Du beau nivellement. Un nivellement. OK? Passer 8 heures sur un réseau social la nuit à consommer des niaiseries, c'est la même valeur que lire un livre de Michel Tremblay ou Milan Kundera. Non, pas vraiment. Non. OK? Alors, il faut les amener vers le haut, mais on y va avec une certaine subtilité, avec un certain soin. Mais dire là, tu vas devenir un adulte
Bon, si tu regardes vers le haut. Pas Oui. bon. Puis peut-être le dernier pilier là, Oui. des trois, sur la sociabilité, j'ai envie de vous entendre par rapport à quels acteurs peuvent, parce que c'est sûr que chacun, on a parlé de sortir dehors et tout, mais tu sais, entre autres, je voyais que la plupart des cours de certains étudiants à l'université sont en ligne, qu'il n'y en a plus là, des danses du vendredi dont vous parlez, qu'on ne va plus au cinéma, qu'on fait plus... Qu'est-ce qu'on fait collectivement là, pour se redonner le goût de se voir puis de sortir, de se il y a côtoyer? beaucoup de gens qui sont conscients de ça, qui voudraient, comment dire, que les choses s'améliorent, mais ça aussi, c'est pas facile, mais ça doit venir de l'école, ça doit venir des parents. Puis faire comprendre que la vie de groupe, être inscrit dans une vie de groupe, puis quand on est dans une vie de groupe, on s'oublie comme personne. On oublie notre petite personne, nos petites vulnérabilités, nos petites blessures. Puis on est comme en symbiose avec le groupe. Donc ça, c'est... Alors, moi, je considère que j'ai quand même été chanceux. J'ai été une jeune personne dans les années 70, 80, puis... Tu sais, quand j'étais au cégep, je partais à 8 h le matin, puis je revenais à minuit. Il y avait la radio étudiante, le journal étudiant, le volleyball. Après, on allait prendre 1 ou 2 bières. Je revenais à minuit. Ma mère me demandait pas qu'est-ce que j'avais fait. J'avais passé ma journée en compagnie de jeunes personnes, puis j'avais vécu des choses excitantes. Ça tranche avec le jeune adulte qui fait ses cours en ligne. Puis la vie de groupe aussi, on vit des frustrations, des déceptions. Puis même au niveau de la vie amoureuse, on s'aperçoit que les jeunes personnes aujourd'hui s'engagent dans la vie amoureuse plus tardivement, à 25 plutôt qu'à 16-17 ans, parce qu'ils ont peur de se faire mal. Se faire mal. Oui, on se fait mal. La vie amoureuse, on a des déceptions, puis c'est triste. Puis des grandes joies, des grandes peines. Ben, tout à fait, mais c'est ça. Il faut comprendre que, tu sais, quand on trébuche, puis on a des déceptions, puis des défaites, ça fait partie de la vie, puis ça nous renforce. Je pense qu'on aurait pu continuer encore vraiment longtemps. Puis j'invite tout le monde, parce qu'il reste plein de matériel dans le livre. Donc, j'invite tout le monde à lire le livre puis à lire tous les autres ouvrages qui sont recommandés dans le livre. Je vous remercie vraiment d'avoir passé le temps avec nous. Puis, ça m'a fait plaisir. C'est un bel échange. Merci. Merci beaucoup.